Je vais maintenant céder la parole à Monsieur le professeur Jean-Pierre Pourtois, Monsieur le professeur Émeric Jean-Pierre Pourtois, de l'Université de Mons en Belgique, que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, non seulement à l'occasion de cette inauguration, mais parfois aussi avant, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années environ que Jean-Pierre intervient assez régulièrement à nos côtés en Martinique. Il a eu l'occasion d'intervenir dans des rencontres médico-psychopédagogiques. Il a eu l'occasion d'intervenir à l'occasion du congrès de l'Association internationale de formation et de recherche en éducation familiale qu'il préside, congrès qui s'est fait en mai 2019 en Martinique, autour du thème éducation et résilience. Et Jean-Pierre a été parmi les tout premiers à s'associer à nous dans cette belle aventure qu'est le développement de l'observation de la parentalité et de l'intensification et l'amélioration de l'action parentale en Martinique. Donc, nous avons sollicité Jean-Pierre qui a fait la conférence inaugurale le lundi de la semaine dernière, le 14 novembre dernier, autour d'un thème très d'actualité, on va dire, accompagner les parents dans un monde en émoi. Je vous rappelle donc que vous avez la possibilité sur notre chaîne YouTube de visionner ces conférences ou de les revoir si vous étiez présent. D'accord? Donc, cher Jean-Pierre, merci d'avoir été aussi patient et attentif à nos débats. Tu as sans doute quelque chose à nous dire à propos des discussions que tu as entendues avant ton intervention là, hein, non? Oui, d'abord, je voudrais dire que la Martinique est ma deuxième patrie. Si on vous dit qu'ici, en Belgique, nous avons actuellement 5-6 degrés, vous avez compris pourquoi on aime beaucoup se rendre chez vous. Alors, par rapport à la conférence à laquelle j'ai assisté, que je trouve tout à fait excellent et qui m'a beaucoup intéressé, ainsi que les questions qui ont été adressées à l'orateur, au chercheur, je voudrais faire trois propositions. La première, c'est de dire, de faire attention à ceci. Connaître pour connaître, ça n'a pas de bon sens, diraient les Québécois. Connaître pour agir, voilà ce qu'il faut. Connaître pour agir. Donc, il faut que des recherches, telles qu'on les poursuit, telles qu'elle est annoncée, telles qu'elle va se dérouler, et c'est fort bien, il faut néanmoins avoir à l'horizon la perspective fonctionnelle de l'usage des résultats. Qui a besoin de résultats? Ça veut dire les assistants sociaux, les éducateurs, les psychologues, enfin bref, tous les métiers de l'humain. Donc, il faut déjà y penser à ce niveau-là. Deuxième point, c'est bien de l'ethnographie, ce que j'apprécie, je dirais même que c'est absolument incontournable aujourd'hui. Cependant, si on n'a pas de boussole, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on arrive, on ne sait pas d'où on part. Donc, il faudrait se demander quelle est la boussole de départ. La boussole de départ, ce sont des repères. Logiquement, on a depuis Socrate et Platon, on a des repères affectifs, cognitifs, sociaux, cognitifs, d'accord, mais il faut aller plus avant et notamment avoir quelques structures possibles avant d'arriver à faire émerger les structures de la maladie. Et notamment, nous avons beaucoup travaillé sur cette question et c'est pourquoi nous avons créé ce qu'on appelle le modèle des besoins. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'un développement émancipateur puisse se réaliser. Donc, voilà. Sachez-le, en tout cas, à l'Observatoire de la parentalité, les données, en ce qui concerne le modèle des besoins et des pédagogies, sera disponible à tout moment. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que sans changer absolument rien dans ce qui est annoncé, prévu et qui va se réaliser, je l'espère, c'est une conception qui est supplémentaire et qui part de l'idée que si tu veux connaître quelque chose, je reprends la phrase que Charles a dit tout à l'heure, il faut l'enseigner pour l'apprendre. Ça, c'est d'Albert Camus. C'est une phrase presque similaire, mais c'est pas la même chose. Si tu veux connaître un objet, transforme-le.
transforme-le et c'est comme ça qu'on va en apprendre à connaître. Autrement dit, à côté de la recherche qui est engagée, il faudra imaginer rapidement des mini-recherches-actions. C'est-à-dire dans un quartier, dans une rue, avec quelques familles, décider de la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien-être, pour le bonheur de nos enfants, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre bonheur collectif. Et donc, travailler avec les gens pour avoir un projet d'action. Et c'est dans le projet d'action que va se dégager aussi différentes facettes du style éducatif parental. Et donc là, vous aurez une meilleure connaissance des réalités familiales et surtout des problèmes insurmontés quant au modèle de famille. Vous savez qu'il y a autant de modèles qu'il y a de familles en Martinique. Mais ceci étant dit, il faudra revenir à la proposition de ma boussole. Il faut quand même qu'on puisse structurer, parce que s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de compréhension. Voilà. Je voulais lancer ces trois pistes-là, mais nous n'avons pas le moment n'est pas venu d'engager un nouveau débat. L'Observatoire peut l'envisager prochainement. Je resterai à votre disposition. Voilà, maintenant, quand vous voulez... Oui, très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, nous avons essayé d'être un peu prudents. La déception serait grande si, lorsque les visios se faisaient, il y avait des problèmes techniques qui empêchaient d'entendre et de voir nos interlocuteurs. Donc, l'intervention de Jean-Pierre, nous l'avons filmée et enregistrée auparavant. D'accord, il y a une semaine ou 10 jours, je ne sais plus, qu'on a fait ça. Et donc, on va vous la projeter maintenant. Et ensuite, après la projection, il va interagir avec nous dans le débat qu'on aura. Hein. On avait fait la même chose pour Boris Cyrulnik hier. Et heureusement, parce que de toute l'inauguration, c'est hier qu'on a eu les plus mauvaises conditions avec Internet. Ça, je l'ai l'image tout le temps. Il y a même eu des coupures. Bon, donc, voilà. D'accord? Donc, tu veux me dire quelque chose, Jean-Pierre? Oui, je voudrais dire juste 3 mots avant de lancer l'enregistrement. Ce à quoi vous allez assister, ce sont des interrogations que je vous propose de mettre en débat. C'est-à-dire que maintenant, le plus important, c'est le problème des questions. C'est pas tellement le problème des réponses. On a vécu pendant longtemps, pendant des siècles, sur une société de la réponse, y compris par l'enseignement, qui donne des réponses à la question qui ne se pose pas. Ici, ce que je vais vous proposer, c'est de nous interroger sur des termes que nous employons au quotidien et qui pourtant sont très mal perçus, sont très mal définis et qui nous révèlent bien des surprises. Voilà. Je vais porter la poisse parce que j'ai à peine parlé de problèmes d'Internet qui se manifestent. Bon, désolé, ton image a été figée un moment, Jean-Pierre, mais par contre, on a bien entendu le propos. D'accord. Donc on y va. La psychoéducation, instrument d'émancipation. La place que l'éducation occupe aujourd'hui est relativement réduite parce que ce qui occupe le champ aujourd'hui, c'est un certain conditionnement, c'est une certaine forme de socialisation, c'est énormément le domaine de l'instruction, dans nos écoles notamment, mais en réalité, l'éducation est une partie extrêmement limitée de ce qui se passe dans nos sociétés modernes. L'enseignement va faire figure pendant tout le XXe siècle de vecteur d'éducation. Or, c'est faux. C'est complètement faux. Instruire ne veut pas signifier automatiquement éduquer. Instruire participe à la socialisation. Instruire permet aux individus d'obtenir une certification censée refléter des compétences pour pouvoir entrer dans l'entreprise, dans l'industrie, dans l'exercice d'un commerce et autres, activités professionnelles. J'insiste beaucoup pour dire, à l'heure d'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, il est temps de faire le ménage, de mettre les choses au point.
l'émancipation. Quand on prononce le mot émancipation, c'est là qu'on prononce le mot éducation. Donc, il y aura éducation à partir du moment où l'individu va apprendre en tout cas trouver des éléments de réponse face à un problème qui se pose à lui et qu'il va être capable de résoudre ce problème pour aboutir à un état en qualité supérieure à l'état précédent. Donc l'éducation, c'est ce qui va permettre de résoudre, de dépasser en quelque sorte les contingences matérielles, environnementales, y compris psychiques, donc pour un mieux-être. Donc tout acte qui est qualifié d'éducatif est un acte qui, quelque part, dépasse les contingences matérielles en termes de maîtrise et apporte un mieux-vivre, un mieux-être. Ça, alors, c'est un acte d'éducation. Et pour faire la comparaison avec l'enseignement, malheureusement, l'enseignement, comme dit Rudy Allen, on enseigne des connaissances, mais au fait, où est la question? Il n'y a pas de question. On donne des réponses sans question. C'est de l'enseignement. L'éducation, c'est partira. Quelle est la question? Quel est le problème? Comment peut-on le résoudre pour un mieux-être, pour une humanité meilleure, un humanisme dynamique et en tout cas empirique et concret. La première étape d'une éducation, c'est la prise de conscience des limites du système dans lequel nous vivons. Nous sommes évidemment dans une culture occidentale à prégnance capitaliste, c'est tout à fait clair. Le profit, le rendement, l'efficacité et le facteur humain n'est certes pas toujours et encore moins nécessairement le facteur premier. Deuxième observation, pour faire comprendre l'enjeu de l'éducation, je vais vous citer une phrase que j'ai reçue lors d'un entretien avec une personne qui avait eu un vécu très, très sévère, qui était tombée en alcoolisme profond, qui en était sortie. Elle me dit, en fin de parcours, elle me dit au fond qu'elle me dit « Le développement de l'être humain est sans limite, sauf que c'est l'éducation qui lui en impose. » Donc, il faut prendre conscience que l'éducation va nous permettre d'ouvrir le monde ou de nous enfermer dans un monde. La finalité, évidemment, c'est toujours de voir, de s'en référer aux valeurs les plus fondamentales, qui sont liberté, égalité, fraternité, font partie aussi d'une visée, d'une éducation à revisiter, parce qu'on a vu ces valeurs ont été développées avec une société au développement économique capitaliste, alors qu'aujourd'hui, on est en droit à s'interroger sur les limites de ce système par rapport à l'humain. Mais, et là, l'éducation prendra sa texture et prendra sa véritable dimension lorsqu'elle va, d'une part, revisiter les trois valeurs que sont liberté, égalité, fraternité, mais il y a un phénomène nouveau qui apparaît, c'est qu'il faut surtout s'apercevoir qu'entre les trois valeurs, le XXe siècle à négliger les intersections. Comment peut-on être libre sans être fraternel? Comment peut-on être fraternel sans être égalitaire? Comment peut-on ne pas être égalitaire sans être libre? Qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile de déclarer l'enseignement traditionnel hors la loi? C'est une utopie, c'est mon rêve, d'accord, mais c'est une utopie, et pourtant il le faudrait. Mais je peux le déclarer, ce n'est pas demain qu'on va y arriver, en tout cas le chemin sera long et sans doute difficile. Bien. Deuxième point, si on regarde maintenant, tous ceux qui portent le titre de pédagogue à travers l'histoire, tous ont très bien exprimé une partie, souvent des parties essentielles de la réponse. C'est-à-dire que tous nous disent, que ce soit Pestalozzi, que ce soit Rousseau, que ce soit Freinet, que ce soit De Crony, tous nous disent il faut partir de l'humain, respecter l'humain et arriver à l'humain. Il n'y en a pas un qui échappe à ça. Et donc, pour tous, y compris si on remonte au XVIe siècle, à le philosophe Bodin qui disait il n'y a de richesse que d'hommes, tous. Et tous sont en échec dans cette société. Il n'y a pas, il y a moins de 10% d'écoles qui peuvent porter une mise en application des grands principes pédagogiques dont sont porteurs tous ces grands hommes. Et pourtant, étant à la fois tellement pessimistes que nous sommes condamnés à l'optimisme en tant que pédagogue. Un pédagogue ne peut pas en rester au pessimisme. Il part d'une observation réaliste
du champ, qui fait qu'aujourd'hui, oui, les enseignants sont débordés, oui, ils sont confrontés à une population qui a changé, oui, les élèves d'aujourd'hui ne sont plus les élèves d'hier, hein, les enfants, les jeunes enfants d'aujourd'hui, ils sont porteurs d'une potentialité de vie extraordinaire. Un enfant qui naît aujourd'hui est appelé à être centenaire. Ça veut dire qu'il apprendra toute sa vie. Et donc, ce qu'il apprendra aujourd'hui à 3 ans, 6 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, c'est plus la même chose qu'hier. On pouvait avoir une espérance de vie à 50, 60 ans. Hein. Le monde a totalement changé. Mais nos structures mettent beaucoup plus de temps à changer. Donc, le premier mécanisme qui atteint les enseignants, c'est un mécanisme de repli. Et je les comprends sans réserve, c'est la protection, comme je disais tout à l'heure. Premier réflexe, la protection. La confiance en soi qui est menacée. L'estime de soi qui fout le camp. Alors, comment partir vers cette émancipation? Bon, là, il y a, et nous voyons, quantité de personnes, d'acteurs, de professionnels, qui prennent conscience et qui s'engagent avec souvent beaucoup de mérite et beaucoup de difficultés, mais le monde nouveau finira par s'imposer à nous. Il s'impose déjà au niveau des enfants, qui arrivent dans nos écoles avec des attentes, des demandes, des espérances nouvelles. Hein. Et ce sont eux dont nous savons sur qui nous devons compter. Un des premiers virages, par exemple, c'est qu'il faut mettre fin, il faut bannir un mot qui va vous étonner. Il faut bannir le mot apprentissage. C'est un mot qui a traversé le XXe siècle, le XIXe et le XXe siècle. Et si vous pouvez me dire aujourd'hui ce que c'est qu'apprendre, hein, là je suis prêt à vous écouter. Parce qu'en fait, quand un enseignant finit sa leçon, il dit à ses élèves « Retourne chez toi, va apprendre tes leçons ». Et quand il arrive chez lui, il trouve ses parents qui disent « Va dans ta chambre, apprendre tes leçons ». Et il va dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'il apprend? On n'en sait rien. Et le lendemain, il arrive, et 1 fois, 3 fois par an, il donne connaissance de ce soi-disant apprentissage lorsqu'il communique à l'enseignant ou à un autre dans l'altérité, lorsqu'il communique. Donc, ça veut dire lorsqu'il enseigne à l'autre. Eh bien, nous retrouvons une pensée de Camus qui est extraordinaire. Camus a écrit un jour, si tu veux apprendre quelque chose, commence par l'enseigner. Tu finiras par l'apprendre. Donc, une des réponses à cette monde nouveau, de lancer des méthodes nouvelles et de tous les grands pédagogues auxquels je souligne en tout cas mes liens, c'est la pédagogie de Célestin Freinet, a très bien compris qu'il fallait donner à l'élève un statut autre, plus le statut d'apprenant, mais le statut d'enseignant. En fait, dans nos systèmes du XXe siècle, ceux qui ont pris, ce sont les enseignants. Les élèves, 6 mois, 1 an, 3 ans après, c'est fini. Ça, c'est le plus grand pédagogue que la Terre ait engendré. C'est Polo le lapin. Phénomène extraordinaire. À partir de là, on peut vous montrer des séquences. L'enfant vous dit « Polo, je le porte dans mon cœur. » Polo, il m'apprend des mots. Avec Polo, je fais plein de choses. Je danse, je cuisine, je retourne à la maison, je chante. Polo visite. Et de la maison, puisqu'il va retourner à la maison, il va vivre le week-end à la maison, et il va revenir à l'école, avec au moins un mot de la famille que Polo, avec l'enfant, va ramener à l'école pour apporter aux autres. Et on va faire un capital de langage qui vient de la maison vers l'école. Donc là, l'altérité en quelque sorte dans le champ de l'éducation entre la famille et l'école. La prise en compte qu'à l'extérieur de l'école, on parle autrement, avec d'autres mots. Et que ces mots sont considérés, sont acceptés, sont intégrés, sont partagés. Donc, et puis l'idée centrale, c'est que l'enfant va repartir à la maison avec les jeux joués à l'école, et c'est lui qui va faire les jeux à ses parents. Et c'est là qu'il devient l'enseignant de ses parents. Donc très tôt, le plus tôt possible, l'enfant est un enseignant. Il enseigne à Polo, Polo lui enseigne, et c'est une interactivité permanente entre eux deux.
Et ça, c'est un élément qui va nous donner des résultats assez extraordinaires. Si maintenant vous pouvez venir avec nous écouter des groupes de parents qui nous racontent comment ça se passe à la maison. Ils découvrent leur enfant. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas qu'il était capable de me raconter une histoire. Vous vous rendez compte? Maintenant, c'est plus moi qui raconte une histoire, c'est lui. Et donc, l'enfant revient ensuite à l'école et il fait conférence. Il raconte. Qu'est-ce qu'il a fait avec Polo? Il est allé au McDo, il est allé au foot. Il a dû enfermer son chien parce qu'il avait peur que le chien fasse mauvais sort à Polo. La nuit, on habille Polo. Polo, il peut tomber malade. On va à l'hôpital, on va soigner Polo. Quels sont les services à l'hôpital? Polo, il fait tous les métiers. Le métier des parents, le métier du voisin. Polo, il rend visite au voisin où il y a un enfant handicapé. Et il va raconter ce qu'il apprend à l'école à l'enfant handicapé, autiste. Polo parle toutes les langues. Le résultat, c'est que tous les enfants apprennent, font des bons considérables. Jamais je n'ai vu ça. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que les enfants de milieu culturel favorisé continuent à apprendre. Les enfants de milieu défavorisé apprennent et l'écart se réduit. Et les enfants de milieu étranger font des bons. Fantastique. Donc, les enseignants en tirent un immense plaisir parce que l'enfant prend plaisir. Et le plaisir qu'il prend, il le transmet à son enseignant. Ce qui est l'obstacle majeur, c'est la peur. C'est l'angoisse. Et c'est un paradoxe. Parce que l'angoisse, c'est à la fois le moteur le plus nécessaire, le plus incontournable, qui peut nous amener à l'émancipation. Les gens qui font les plus belles choses sont des gens qui cachent au mieux leur peur. Nous avons tous peur, nous sommes tous angoissés. Malheur d'aujourd'hui, la peur est cultivée, la peur est entretenue. Si vous regardez le métier d'enseignant, quand vous voyez les directives qui viennent d'en haut et qui descendent, on voit que manifestement, si vous bougez la petite phalange du petit doigt, vous allez devoir rendre des comptes. Qui vous a donné l'autorisation? L'autorisation. Vous n'êtes pas auteur des actes que vous posez. Vous êtes un agent, vous êtes agi. Donc, face à un système qui se radicalise, il faut le dire, nous vivons une société qui s'est radicalisée fortement. C'est évident. Vous avez nos systèmes scolaires et nos mesures sociales. Nous vivons, comme disent les Québécois, en silo. Il y a aussi, chez l'être humain, un besoin de domination. Il n'est pas possible d'exister sans une maîtrise du pouvoir qui reflète une certaine puissance existentielle. Ça fait partie de la vie, c'est un mécanisme de vie. Je domine l'autre ou l'autre me domine. Donc, c'est là l'interactivité qui s'opère. C'est une guerre psychique, une guerre relationnelle, l'agir communicationnel. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quand j'interagis avec l'autre, ce que j'apporte à l'autre part de mon vécu personnel et va interpeller le vécu personnel de l'autre. Voilà. En retour, je serai sensible au retour du vécu personnel de l'autre qui va venir résonner dans mon vécu personnel. Donc, c'est une interactivité de vécu à vécu. Vous imaginez dans l'enseignement d'aujourd'hui, le vécu à vécu, 30 élèves, on est à côté de la plaque. Donc, tout l'agir communicationnel, qui est central pour ce monde nouveau, doit réduire un autre agir qui, lui, est massif dans l'enseignement traditionnel, c'est ce qu'on appelle l'agir instrumental. L'agir instrumental signifie que je donne la priorité, la primeur à mon vécu personnel, qui est en même temps la finalité, et je l'impose à l'autre. Ça veut dire j'annule, j'anéantis, je ne tiens pas compte, je mets à l'écart. Il me fait peur, l'angoisse, l'inquiétude, l'insécurité qui provient du vécu de l'autre, je l'élimine. C'est à ce moment-là, c'est la coercition bien sûr, mais c'est l'inculcation. Nous sommes dans une société d'inculcation de par la peur. Cette société, si elle en reste là, c'est l'aliénation garantie. Nous allons nous replier, nous allons sans cesse faire des frontières, nous barricader. Bon, par contre, aller vers l'écoute de l'autre, et donc là, comment maîtriser sa peur, comment maîtriser, basculer du côté d'une angoisse maîtrisée
qui va être au fondement de l'émancipation. Il faut désenclaver l'éducation. Il faut désenclaver l'enseignement. Ça veut dire qu'il faut faire comprendre, et c'est le titre d'un de nos derniers ouvrages, éduquer, c'est l'affaire de tous. Quand on aura compris ça, c'est désenclaver l'éducation qui est la mesure la plus urgente qui soit. Ça signifie que, évidemment, que l'école doit éduquer, évidemment, mais l'école doit savoir que ce qui éduque le plus aujourd'hui, c'est la famille. En 1995, une étude qui a été menée à l'INSERM, titrée « Quand la famille va, tout va ». Nous montrons depuis 50 ans que la famille explique 85% des facteurs qui vont conduire au succès scolaire. Elle est responsable à 85% de la valeur succès scolaire. Vous imaginez, ça fait 50 ans que nous le disons. Personne ne l'entend. Nous savons aussi dans la même foulée que par l'éducation, on peut faire augmenter de 30 points le quotient intellectuel d'un enfant. Beaucoup de collègues ont compris que le contexte était une variable capitale dans l'enjeu. Et là, le politique peut jouer un rôle considérable. Eh bien, lorsqu'on change le contexte, on voit ce développement reprendre. On sait aujourd'hui, au niveau du cerveau, que le cerveau lui-même subit les empreintes qui sont associées au contexte. Vous changez le contexte, vous changez le cerveau, les aires du cerveau. Donc vous avez maintenant, sur le plan des interactions neuronales, actuellement repérées, un enrichissement considérable. L'entreprise, mais c'est un lieu qui accompagne la famille, c'est bien l'entreprise en matière d'éducation. Quand un père a été fracassé toute la journée ou qui a perdu son emploi ou qu'il a subi les outrances et les outrages d'un patron paranoïaque par ailleurs et qui rentre chez lui, mais il massacre ses enfants et son milieu. Mais à l'inverse, quand un père connaît des moments de bonheur avec son enfant, et qu'il repart au travail, mais il peut travailler de meilleure façon aussi. Nous avons le même combat. Donc, entreprise, école, famille, communauté, c'est le même combat. Et voilà ce que nous devons faire disparaître, les cloisons. Et donc, dans ces cloisons, c'est de faire comprendre que nous garderons nos spécificités. C'est bien entendu, l'enseignant sera toujours l'enseignant dans sa classe, le maître d'école, le parent sera maître chez lui, le patron sera maître. Mais entre ces différents lieux, il y aura alors une synergie qu'il faut immédiatement construire. À 5 ans, les enfants entre eux ont déjà incorporé 80% des différences syntaxiques qui existent entre les milieux sociaux. Donc, si vous voulez, ils endossent déjà les costumes, les habits des classes sociales, culturelles, favorisées, moyennes ou défavorisées, à 5 ans. Il est possible de changer ça par la co-éducation. L'aventure a commencé en 2008 et elle s'est étalée jusqu'en 2013. Et pendant 5 ans, nous avons travaillé à Charleroi. Dieu sait si Charleroi est un lieu pas facile. À Etterbeek, parce qu'il nous fallait aussi un point de chute sur Bruxelles, c'est un ministre qui l'avait exigé, et Perruet, à la frontière française, c'est une ville à la campagne. Nous avons pris tous les enfants âgés de 3 à 6 ans. Il nous fallait un point de chute très concret. Nous avons pris toutes les familles. Nous avons pris un thème, le thème le plus central dans l'aventure qui nous interpelle aujourd'hui, c'est celui du développement des langages. Aujourd'hui, si demain vous ne parlez pas 3 langues, vous serez sur le côté. Si vous ne maîtrisez pas le langage en informatique, vous serez sur le côté. Si vous ne maîtrisez pas le langage des lois sociales, vous serez sur le côté, y compris le code de la route, tout, partout, sont des langages. Donc, il y a une urgence incroyable à développer la pensée sémiotique, la pensée symbolique, au plus tôt, tant chez l'enfant, mais, et c'est là qu'intervient une première considération, si tu veux apprendre à parler à un enfant, commence à apprendre à parler à sa mère. Deuxième référence, il est africain, c'est un proverbe. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est capital. Et donc là, nous sommes partis dans toutes ces écoles maternelles
rencontrer les enseignants et les directions et les parents. On n'a pas eu trop de difficultés du début à la fin avec les parents. Les parents vivent en première ligne. Ils savent que l'avenir est incertain. Ils ont eu quelques passages difficiles avec les enseignants qui nous disaient, mais enfin, vous n'êtes pas bien dans la tête, les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, hein, les feuilles reviennent déchirées, elles reviennent tachées. Jamais l'enseignant ne se demande, mais si la feuille revient tachée ou déchirée, quelle en est la cause? Nous avons réuni finalement, un petit peu à la fois, une institutrice s'est levée en disant, oui, moi j'ai rencontré les parents, ça s'est bien passé, ah bon? Et une autre a dit, ah ben oui, moi aussi. Et donc, à un moment donné, on a basculé du pourquoi au comment. Parce que c'est ça l'enjeu de la coéducation. C'est qu'on a rassemblé des jeux de langage. Donc, nous avons introduit dans nos jeux de langage, dans les jeux de langage, hein, le vocabulaire de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est un fait capital, parce que jusqu'ici et encore aujourd'hui, les enfants vont en classe maternelle et on n'a pas de garantie qu'ils progressent de 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une maîtrise du langage. Donc, dans ces jeux-là, si les enfants, on leur propose de jouer à l'école et ensuite ils vont jouer à la maison, hein, ce langage, on peut considérer et mettre l'objectif à vérifier qu'ils maîtrisent à 6 ans les 1800 mots de vocabulaire. Oui, je dirais qu'il faut se situer à 3 endroits. Le premier, c'est celui le plus à l'écart, c'est celui de l'utopie. On va fêter le 500e anniversaire de la sortie de Utopia, Thomas More. Donc, l'utopie, c'est ce qui se projette devant nous à l'horizon, c'est à l'écart de ce que nous sommes aujourd'hui et sans doute encore demain. Donc, important, une société sans utopie, c'est une catastrophe. Et donc, aussi une réflexion, mais à quoi sert l'utopie? Elle sert à avancer. Si vous faites un pas, elle recule d'un pas. Si vous faites un deuxième pas, elle recule d'un deuxième pas. L'utopie, à quoi sert-elle? Alors, deuxième endroit, il faut être à la lisière. Être à la lisière, c'est justement être présent au moment opportun, comme nous vivons actuellement des moments opportuns, qui sont maintenant les moments à la lisière. Savoir, par exemple, que la coéducation peut nous permettre de lutter contre le radicalisme. Ça, c'est la lisière. Aujourd'hui, nous sommes à la lisière parce que la sensibilité, elle est aux frontières. D'accord? Troisième position, il faut aussi être capable d'être au centre. Autre centre, c'est parce qu'il faut être réaliste. Et justement, c'est là que la dimension du scientifique trouve sa présence. Le scientifique, celui qui va évaluer ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Celui qui vous dira, parce qu'il est obligé de plaider en faveur et en défaveur. C'est lui qui est obligé de faire la critique. Et donc, au centre, il vous dira, comme je vous disais tantôt, l'enseignement traditionnel, malheureusement, il a encore de beaux jours devant lui. Parce que nous allons, et dans ce changement espéré, transition souhaitée, c'est pas rien n'est gagné. Pas du tout. Nous allons assister à un repli, à un retour en arrière, à une accentuation même du doute. Mais jusqu'au jour, je l'espère, le doute deviendra fécond. Où la confiance reviendra, une confiance de base. Où on nous dira, et c'est ce que nous essayons de faire avec la cité de l'éducation, nous essayons de faire de petites cités d'éducation, une cité de quartier, où il fait bon vivre, retrouver le bon vivre ensemble. C'est que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, enfermé, isolé, à l'écart du monde. L'être humain est un être d'altérité. Essentiellement, j'existe dans le regard de l'autre. Et ce n'est que le regard de l'autre qui me fait exister. Et à partir de là, ma psychologie va se développer. Pour moi, l'être humain est d'abord un être sociologique, social, avant d'être psychologique. Et donc, là, nous gagnerons à coup sûr. Moi, j'en ai la certitude. L'être humain gagnera ce qu'on peut appeler cette guerre d'aujourd'hui, grâce à cette qualité de création via l'altérité. Et c'est parce que je me mire dans le regard de l'autre et que dans ce narcissisme de base que je pourrais dépasser, qui va me construire, qui va me permettre de construire un monde nouveau, avec évidemment l'humanisme nécessaire et évidemment la pratique des vertus signalées tantôt,
sauvegarder ma liberté, hein, bien entendu, tout en étant nécessairement fraternel et combien de plaisir d'être dans l'égalité. Tout ça, c'est constamment à construire. Donc il y a constamment une opération créatrice et créative qui accompagne la vie, et c'est peut-être ça qu'on en veut un peu négliger au XXe siècle. Voilà. Psychoéducation et émancipation. Nous y sommes. La parole est à vous. Jean-Pierre, tu veux ajouter peut-être quelque chose? J'attends les réactions. Peut-être que ça a été un peu rapide. En tout cas, le document reste disponible à l'Observatoire et il peut être consulté et peut-être alors point par point s'arrêter et engager des discussions dans des groupes de réflexion. Le deuxième élément, ce qui vous a été dit aujourd'hui, ce ne sont pas des réponses ou des solutions directement des problèmes, mais ce sont plutôt des questions interpellantes que nous considérons comme étant porteuses d'éveil et qui peuvent nous donner à penser que ce que nous faisons aujourd'hui peut être changé. Vous avez la parole. On va aborder des questions de fond. Qu'est-ce qu'éduquer? Quelle utopie nous mène vers l'avant? Alors, rebonjour. Hein. Mon intervention, elle arrive sur une interpellation. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, nous sommes clairement en fait dans une nouvelle ère. En tout cas, c'est ce que je comprends depuis le début de la mise en place de cet observatoire de la parentalité. Je me rends compte depuis vos premières interventions, Monsieur Pourtois, que nous sommes effectivement dans une nouvelle ère, une nouvelle vision, une nouvelle utopie de la parentalité, et c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît énormément. Je crois que si nous acharnons, si nous nous engageons à poursuivre les travaux qui ont débuté, nous arriverons certainement à sortir de cette toxicité dont je parlais tout à l'heure, de cette vision un peu étroite que nous avons du rôle parental. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de pouvoir s'accorder cette ouverture d'esprit. On a parlé de psychoéducation, on a parlé de symbolique. Je crois que ce sont des notions qu'il va falloir que l'on creuse pour pouvoir vraiment bien aborder la parentalité d'aujourd'hui, qui de toute façon évolue comme la société, et de manière à pouvoir bien accompagner les parents, mais aussi les enfants dans le cadre de l'éducation. Donc je voulais vous remercier pour votre intervention d'aujourd'hui. Bonjour, je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc pour ma part, la parentalité, c'est un domaine qui fait partie de notre travail. Nous travaillons avec les enfants de toute petite enfance, de 0 à 7 ans. Et tous ces pédagogues qui ont été cités, je suis un peu surprise de voir que au niveau de l'enseignement,
ce n'est pas encore inculqué ou c'est pas encore travaillé. Au niveau de la toute petite enfance, en tout cas de l'éducation que nous apportons autour de la parentalité et de l'accompagnement des enfants, c'est un travail qui se fait depuis de très longues années et nous continuons à y travailler dessus et j'encourage en fait que ce genre d'accompagnement soit fait et soit intégré avec les enfants peut-être à partir de l'âge de 6 ans à l'école maternelle s'il le faut et après école primaire. Mais en tout cas, c'est un domaine que nous travaillons au quotidien avec notre équipe. Et je voulais juste dire que j'étais un peu surprise de voir que c'est un peu, on va dire, quelque chose de nouveau et que c'est quelque chose qui est travaillé depuis de très très longues années. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Denis Sainte-Rose, donc je suis coordinateur conseil, mission de lutte contre le décrochage scolaire. Alors moi je vais dire merci, je vais dire bravo, je vais dire EA, mais par rapport à l'intervention de madame, je vais dire à quel moment on change le prisme. Alors je me définis comme un utopiste, réaliste, optimiste, mais la question c'est à quel moment on va changer le prisme et comment changer le logiciel. Parce que si on parle dès le départ de coéducation, dès le départ au niveau de la famille, c'est comment accompagner, comment la société fait le choix d'accompagner la famille si 85% des éléments donnés par la famille contribuent à la fois au bien-être et au développement de l'enfant qui deviendra bien entendu un adulte. Alors, moi je suis vraiment dans une situation très réaliste, hein. N'empêche que nous intervenons notamment sur les élèves dits en situation de risque de décrochage, en échec scolaire. Et c'est vrai que la notion d'épanouissement, la notion de bien-être, la notion d'écoute, je veux dire la notion de bienveillance, sont des outils qui nous permettent justement de les permettre de rebondir. Mais c'est vrai que nous estimons que nous arrivons trop tard. Donc tous ces éléments-là abordés aujourd'hui, je pense que ce serait intéressant, comme dit madame, ce serait comment amener les systèmes, l'éducation nationale, CAF, politique, comment ensemble mettre tout cela en place pour que effectivement nous puissions avoir à la fois des familles en situation de bien-être, d'épanouissement, d'accompagnement, mais aussi des élèves ou des apprenants qui évoluent positivement dans à la fois le système scolaire et je retiens la notion le système éducatif. Moi seulement je fais la différence entre le système scolaire et le système éducatif. Et effectivement, on va dire de 0 jusqu'à 18 ans, tous les acteurs qui y contribuent, qu'ils apportent, qu'ils aient ces éléments-là pour mieux accompagner. Voilà un petit peu ma réflexion et mon partage. En tout cas, merci au niveau de tous ces éléments apportés. Voilà. Bien, Jean-Pierre, pas d'autres questions pour l'instant. Tu as sans doute à nous dire des choses. Oui, par rapport aux commentaires que je viens d'entendre, c'est que je partage totalement. Évidemment, d'abord, le premier but que nous essayons d'atteindre, c'est la prise de conscience. Si déjà les enseignants, les parents, les responsables, et grâce à l'Observatoire, nous pouvons prendre la voie de la prise de conscience des faits, la prise de conscience que rien n'est perdu, tout est encore à construire, nous aurons déjà un bon résultat. C'est le premier résultat premier objectif que nous visons. Et ma foi, c'est un peu notre rôle de provoquer cette prise de conscience. Deuxième aspect, je crois que maintenant que j'ai exprimé cette utopie, si je reviens au réalisme des pieds sur terre, je pense qu'il faut rester optimiste.
il y a dans nos systèmes, il y a quand même des enseignants qui pratiquent des méthodes actives. Il y a dans les familles des parents qui pratiquent des pédagogies actives. Donc, il faudrait peut-être aussi à cet endroit-là les repérer et leur donner une plus grande visibilité. Donc, on peut progresser empiriquement, concrètement. Et ce serait déjà un objectif pour les recherches-actions. C'est permettre aux gens de s'exprimer sur leurs pratiques et sur les solutions qu'ils apportent à des problèmes qu'ils rencontrent. Donc, moi, je reste très confiant sur le progrès, bien que la situation actuelle, la pandémie, puis la situation de la guerre en Ukraine, et puis, bon, toutes les conséquences, nous donnent à penser que nous risquons une sérieuse régression. Il n'empêche que de la Première Guerre mondiale est née la pédagogie Freinet. Saint Freinet disait d'ailleurs plus jamais ça, puisqu'il a été combattant, il a été blessé, puis il a donné naissance. Il a même écrit un excellent ouvrage, Essai de psychologie sensible, en étant en prison, emprisonné par le régime de Vichy. Donc, je dirais que face à l'adversité, ce qui nous inquiète beaucoup, à juste titre, l'adversité peut très bien nous amener à un éveil, à un réveil. Et c'est vrai que ce que je vous ai énoncé, ce n'est pas nouveau. Comenius, au XVIe siècle, était déjà au rendez-vous, et bien d'autres auteurs et philosophes anciens, sans rappeler encore Jean-Jacques Rousseau. Donc, à la limite, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais qu'est-ce qui fait? La question était posée tantôt. Qu'est-ce qui fait que l'enseignement traditionnel, que les vecteurs de ce que on appelle l'agir instrumental, prédomine? Alors, moi, j'y vois deux raisons. Une première raison, c'est encore une fois ce que j'ai évoqué au début de cette présentation, c'est la peur, l'angoisse et l'inquiétude. Les sociétés anciennes, pendant très longtemps, ont été des sociétés précaires. On ne savait pas si demain on allait survivre pour des raisons de famine et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si demain on va survivre pour des raisons de climat, pour des raisons plutôt psychologiques et psychiques. Donc nous restons malheureusement encore et toujours dans un système de précarité, d'incertitude. Donc il faut en fait sauver la situation. Et pour sauver la situation, on n'a pas le temps d'explorer, d'imaginer et de donner de la liberté. Il faut que la voie soit tracée et qu'on la prenne, on entre dans cette voie, et qu'elle est la seule voie qui nous conduit à la sauvegarde. Voilà un premier élément. Le jour où la société, on a failli y arriver à partir des années des 30 glorieuses de 2068, on a connu une très forte ouverture. Moi, j'ai été enseignant dans les années 70 et même les années 60. Il y avait un mouvement de pédagogie Freinet extraordinaire ici en Belgique. Aujourd'hui, c'est une peau de chagrin. C'est fort dommage. Donc, voilà. Il y a une deuxième raison. C'est qu'en fait, les familles culturellement évoluées, elles maîtrisent le champ. Elles ont une pratique de pédagogie active implicite. Ces gens-là ne font pas de leçons, ce sont les empreintes du milieu. Boris Cyrulnik disait hier, si tu nais dans une famille riche, tu as la probabilité d'être riche. Une famille pauvre, bon, une famille avec des parents diplômés, tu auras la probabilité d'avoir des diplômes. Donc, c'est cet aspect-là des choses. Et donc, les familles nantis ne se préoccupent pas du tout du reste du monde. Au contraire, elles préservent leur capital symbolique. Elles le savent. Et dans les familles, donc là, on n'en prend même pas, on sait. On sait de façon naturelle. Le meilleur apprentissage, c'est l'apprentissage naturel. C'est celui qui conduit à l'émancipation ou bien celui qui conduit à l'aliénation. Malheureusement, l'apprentissage naturel dans les familles, en Martinique comme en Belgique et dans le monde, eh bien, ça se partage par l'aliénation et pour d'autres, l'émancipation. Je donne souvent l'exemple qui m'a beaucoup frappé. C'était lorsque j'étais avec un groupe qui visitait un château où habitait une comtesse et qui avait réalisé un très beau travail de napperon. Et une dame qui s'approche de la comtesse, qui lui dit avec beaucoup de différence, Madame la comtesse, c'est formidable ce napperon que vous avez fait.
Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez appris? La comtesse a dit, oh madame, il ne faut pas m'insulter, je n'ai pas appris, je sais. Et voilà tout le problème de l'avenir. C'est qu'il y a des gens qui savent sans avoir appris et des gens qui doivent apprendre à la sueur de leur front et qui n'apprennent pas. Et donc, d'où l'échec scolaire, d'où les difficultés. Moralité, il faut absolument lutter contre ce monde dichotomisé. Et il faudrait en sorte que j'appelle l'apprentissage, enfin, je n'aime pas ce mot, mais acceptons-le encore une fois, l'apprentissage que j'appelle aristocratique soit partagé aussi bien par les plus démunis que par les classes moyennes que par les classes supérieures. Le meilleur apprentissage, c'est celui qu'on réalise en enseignant, en communiquant, en faisant connaître son propre monde, ses propres questions, et en allant chercher ses propres des connaissances à l'extérieur. Maintenant, le cas des langues. Maintenant, les langues et les langages. C'est un grand problème pour l'avenir, vous savez. C'est peut-être un des plus grands. Chez nous, en tout cas, enfin, chez nous, c'est la Belgique et les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est le pays qui est classé premier, je pense, en tout cas dans le monde occidental, dans la maîtrise de plusieurs langues. Le néerlandais, avec lequel ils ont beaucoup voyagé à travers le monde, mais surtout l'anglais. Et comme ils sont contigus à la Belgique et à la France francophone, il y a le français. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Ce sont des pays qui ont très peu de chômage et qui resteront à la pointe. Maintenant, vous avez aussi même les pays nordiques aussi sont dans cette situation-là. Même le pays flamand ici en Belgique est dans cette situation-là. Donc, un des grands problèmes, c'est le développement du symbolisme, c'est le développement de la culture, et là, c'est le développement aussi de tous les arts tels que la peinture, la musique, la lecture, l'écriture, la communication artistique. Même un beau match, comme je l'espère, vous le verrez ce soir. Ça fait partie aussi d'une protéine de développement. La beauté, c'est un élément central dans le développement humain. Dites-moi ce que vous trouvez de beau, je dirais qui vous êtes. Donc voilà, la beauté qui sauve, a écrit un auteur qui s'appelle Pépin. C'est tout à fait des dimensions qu'il faut repérer. Vous travaillez, donc, vous visitez les familles, vous travaillez avec les familles, demandez ce qu'elles trouvent de beau, ce qu'elles trouvent de bien, ce qu'elles trouvent de vrai. Écoutez-les, et faites-les discuter entre elles, parce que vous allez voir qu'il y a une richesse inouïe dans le monde humain, le monde social. Et nous mourrons de faim sur une montagne d'aliments. Mais il faut faire émerger cette richesse. Il faut la rendre dynamique, fonctionnelle, qu'elle puisse profiter aux uns et aux autres. Et à partir du moment où les gens contribuent à à ce moment-là, ils vont recevoir les informations des autres et ils vont changer eux-mêmes. Donc, c'est dans l'altérité, c'est dans la communication, dans l'interaction que va se trouver le changement. Et puis, pour terminer, c'est que le bien-être et l'émancipation, ça se construit dans un climat de confiance. Évidemment, il faut travailler ce degré de confiance en soi, confiance dans l'image de soi. Il faut travailler aussi sur des modèles identificatoires. Il faut regarder quelle est l'importance des tuteurs de développement dans l'humanité. Moi, personnellement, dans mon cas, j'ai eu un bonheur immense. J'ai rencontré Célestin Freinet. J'ai passé une demi-journée en tête à tête avec lui. J'ai rencontré Paul Auffert. J'ai rencontré Joseph Vincenzi qui a créé ATD Carmont. D'autres comme Jacques Ibero et bien d'autres sont moins connus. Mais ce sont ces gens-là qui m'ont boosté dans le travail des valeurs et de la positivité, et notamment le souci d'un humanisme dynamique et partagé. Voilà, je voulais vous dire ça, je m'arrête parce que c'est que les questions que vous avez évoquées, donc je vous en remercie. Mais je pense qu'il faut rester confiant et garder l'espoir. Un pédagogue ne peut jamais perdre confiance ni l'espoir. Sinon, il n'est pas pédagogue. Si tu veux, je peux continuer comme ça longtemps, tu sais. D'autres questions? Oui, là-bas, Marina.
Bonjour tout le monde. Alors, Christelle Lucie Daniel, la petite ferme éco, donc une ferme pédagogique située à Ducos qui allie justement tout ce qui est terre, terroir à la parentalité. Donc, c'est une innovation. On est très fiers et on vous remercie justement pour ces travaux qui seront très riches. Moi, j'ai une question à poser. Très souvent, quand nous, on intervient, on a des parents qui sont déjà très habitués, très conscients et dans l'envie de justement améliorer leurs compétences parentales. On a beaucoup de parents comme ça. On a beaucoup de mal à toucher les parents qui justement ont plus de défaillance. Alors ma question, si vous passez par les écoles pour cela, est-ce que ça va être du volontariat des parents ou est-ce que les professeurs, eux, auront peut-être leur mot à dire? Enfin, parce qu'en fait, ma crainte, c'est vraiment que ce soit toujours les mêmes parents qui aillent vers vous et que les parents qui, dans le besoin soient peut-être lésés ou oubliés. Voilà ce que je voulais dire. L'interactivité entre l'école et la famille, ça se construit. C'est toute une aventure. D'abord, il faut disposer d'un enseignant qui a une bonne considération vis-à-vis des familles, qui porte de la considération aux familles. Un enseignant qui a aussi confiance en lui. Un enseignant qui n'est pas imbu de son pouvoir, et qui comprend que le pouvoir des parents qui s'exerce dans le milieu familial n'est pas menaçant pour lui. Ça, ce sont des points essentiels. Donc, voilà. Et puis maintenant, un deuxième aspect où c'est le plus délicat, le plus difficile que j'ai rencontré dans ma vie professionnelle, c'est lorsque je travaillais avec des familles en grande pauvreté, en grande précarité. Ces familles-là étant en telle difficulté qu'elles avaient des principes éducatifs qui étaient radicalisés, et qui étaient vraiment bétonnés. Et alors, quand je travaillais avec ces groupes-là, je n'avais pas un mot à prononcer. Ce sont eux qui me disaient comment il fallait faire. Ce sont eux qui avaient découvert la voie royale, et ce n'était que cette voie-là qui importait et qui était essentielle. Et donc, à partir de cette considération-là, il était extrêmement difficile de les faire changer. Alors, que fait-on avec une telle situation? Eh bien, dans un premier temps, il faut accepter. Il faut accepter, il faut tolérer, il faut comprendre que les gens qui sont dans cette difficulté puissent s'exprimer. D'abord, il faut faire exister les familles, les parents. Et les enfants, s'il vous plaît. Faisons exister les enfants, donnons-leur la parole, écoutons-les. Et quand ils sont en groupe, de petits ou surtout de petits groupes, donc de l'instant ils seront écoutés par les autres, ils vont écouter les autres. Et donc, à ce moment-là, va se dégager une réflexivité de groupe qui va être favorable à une prise de conscience du changement. Mais c'est la condition fondamentale, c'est de les mettre, de les écouter. Et surtout de rejeter toute critique. S'ils ont choisi cette pratique, c'est qu'il n'y avait pas d'autre choix. S'ils ont choisi ce modèle éducatif, c'est celui qui leur paraissait idéal. C'est celui qui leur donnait la croyance que ça allait aboutir à un excellent résultat, celui auquel ils escomptaient, à savoir devenir maçon, devenir cantonnier ou devenir je ne sais quel autre métier, peu importe. Mais c'est là que tout se joue. L'éducation, c'était souvent un domaine de radicalisé. On a radicalisé des valeurs, et ces valeurs, elles sont fortement liées aux contingences économiques et sociales, culturelles et historiques aussi pour la Martinique notamment. Maurice en a très bien parlé hier. Voilà. Donc, il faut parler maintenant. Ce qu'on n'a peut-être pas assez parlé dans cette semaine, ce sont des pratiques pédagogiques à introduire, notamment les formations qui peuvent conduire au changement. Et c'est ce que je viens de vous annoncer, c'est qu'il faut prendre en compte les situations les plus complexes. Excusez-moi. Les situations les plus complexes, voilà. Ça s'appelle la technologie qui envahissante, voilà. Voilà. Donc, voilà, il faut travailler avec ces idées-là. Maintenant, si vous travaillez avec des familles à l'autre extrême de l'échelle, ils sont hyper favorisés. Alors, ces familles-là, ne vous écouteront pas beaucoup plus. Elles savent, elles maîtrisent, elles connaissent les enjeux, elles connaissent
les ficelles et elles tirent volontiers sur les bonnes ficelles. Donc, ces familles-là, alors c'est surtout dans le milieu, dans les classes moyennes intermédiaires que la pédagogie réussit son travail. Dans les extrêmes, c'est beaucoup plus difficile. Vous le sachant, on peut s'y atteler, comme je viens de vous le dire. Pour les familles nanties, évidemment, ben, c'est aussi de se valoriser. Vous savez, aux États-Unis, si vous approchez une famille américaine, première chose que vous dites, l'enfant, il a la médaille du baseball, il est premier en ceci, premier en cela, c'est la performance. C'est aussi donc l'échelle des valeurs, la valorisation. Alors, pour terminer sur cette question, c'est le constat que je reviens au modèle des besoins, c'est pour montrer quels sont les domaines sur lesquels on peut travailler avec les familles qui sont en situation critique, en situation favorable. Ce sont les mêmes besoins avec lesquels on travaille. Ce sont les mêmes questions qui se posent. Et alors, dans une démocratie, il y a urgence de faire se rencontrer les réponses des uns et des autres. Et c'est par l'école, en réunissant les parents à l'école, qui est un lieu favorable à la réussite de cette rencontre. Et ce qu'il faut surtout souligner, c'est l'importance du rôle que jouent les enfants, et à l'école, et dans les familles. Et si Charles mettra à votre disposition les carnets que nous avons construits sur accompagner les parents dans l'éducation, il y a un carnet, ce sont les enfants qui éduquent leurs parents. Voilà encore une autre voie. Alors, encore une voie à laquelle je crois beaucoup, c'est dans les entreprises. Nous avons fait une approche dans les entreprises. Si vous allez voir un patron, vous lui expliquez que si ses ouvriers, ses employés avaient de bonnes satisfactions éducatives au foyer avec leurs enfants, ça allait améliorer le travail dans l'entreprise. Eh bien, ce patron accepté, on a travaillé avec des employés. On a eu de bons résultats. Une autre expérience qu'on a tentée, c'est on a pris 13 mères non qualifiées au chômage et sans titre particulier. Pendant 1 an, on a pu les engager. Elles avaient suivi une formation le matin et l'après-midi, elles allaient dans les écoles pour aider les enseignants dans la coéducation. Eh bien, ce travail-là a bouleversé ces 13 personnes. 5 ans par après, puisque ça a duré 1 année. 5 années plus tard, nous avons trouvé 10 de ces 13 personnes. Eh bien, tenez-vous bien, sur les 10 personnes, il y en avait 8 qui avaient trouvé un emploi. Parce qu'avec ce travail éducatif qu'elles avaient mené, elles ne voulaient plus rester chez elles. Elles ne voulaient plus être sur la touche. Elles ne voulaient plus être rejetées. Elles voulaient être utiles à la société. Et j'en ai rencontré une qui était à l'hôpital, qui était comme de nettoyage à l'hôpital. Une autre avait ouvert un magasin et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que nous parlons de cité de l'éducation. Tous ces facteurs s'imbriquent les uns dans les autres. Une volonté de positivité, d'émancipation collective, voilà ce à quoi le 21e siècle est appelé à développer. Et pour terminer, j'espère que le 21e siècle deviendra le siècle de l'éducation familiale. Le 20e ayant été le siècle de l'école. Et celui du 19e, le siècle de la socialisation. Et le précédent, le siècle du conditionnement. Mais toutes ces différentes dimensions continuent à jouer leur rôle aujourd'hui. Mais le rôle le plus important, c'est demain, c'est par l'éducation que le monde se sauvera, ou alors je pense que c'est l'aliénation qui nous attend. D'autres commentaires ou interrogations? Oui, tu nous entends? Peut-être pas de vos critiques. Oui. Nous avons quand même fait quelques progrès, hein, puisque au sein même des structures de l'enseignement, au sein même de l'école, bon, il y a de plus en plus d'enseignants et d'acteurs qui sont attentifs à des questions de fond comme celles que vous posez. Et moi, je sais que, par exemple, Santé publique France a publié le mois dernier un rapport qu'ils appellent rapport complet sur les compétences psychosociales, état des connaissances scientifiques et théoriques, dans le but justement de mettre à la disposition des références, un référentiel de compétences
psychosocial et de rendre ça le plus opérationnel possible. D'accord? Bon, il y a une dizaine d'années de cela, mon association a commencé à faire des actions qu'on appelait à l'époque des rencontres médico-psychopédagogiques en direction des professionnels et dans l'esprit dans lequel nous essayons de travailler. Et en fait, Jean-Pierre Bourtois, d'ailleurs, a eu à animer une conférence débat ici même, dans cet amphithéâtre-là, il y a quelques années. D'accord? Et en moment où nous parlons, Jean-Pierre, il faut que tu saches que Philippe Mérieux est en Martinique et il est en train d'animer, lui, des conférences, des tables rondes autour de toutes ces questions-là. D'accord? Donc, il y a des progrès. Ce sont insuffisants. On est en train de vivre une mutation. Donc, il y a des bases qui sont en train d'être jetées par-ci, par-là. Et à un moment, la bascule va se faire. Hein? La bascule va se faire nécessairement. On ne pourra pas rester dans cette situation de quasi-blocage dans laquelle on serait si la bascule ne se ferait pas, justement, ne se faisait pas, justement. Hein? Donc, je reste vraiment d'un optimisme raisonnable en observant ces questions-là, en observant ces choses-là, et puis en nous voyant, notre mobilisation, notre détermination, bon, notre compétence pour pouvoir aller de l'avant, hein, c'est clair. Peut-être qu'on peut avoir encore une dernière petite question, s'il y a une réflexion. Oui, Philippe. Bonjour, Philippe Cruizol, conseiller formation au CNFPT. Alors, je voudrais poser une question à Monsieur Bourtois. Qu'est-ce qu'il pense des travaux de Barbara Oakley, cette américaine qui écrit le livre On ne naît pas brillant, on le devient, et qui a aussi mis en place un cours sur comment apprendre à apprendre, mais qui se base beaucoup sur les neurosciences, en fait sur la neuropédagogie, avec les notions de pensée en mode diffus, de pensée en mode concentré pour atteindre un certain apprentissage. Des exemples de Dali qui sommeillait avec un trousseau de clés, et lorsque le trousseau de clés tombait, il arrivait effectivement à avoir des pensées, et notamment aussi James Watt qui le faisait aussi. En fait, c'est cette nouvelle pédagogie inspirée des neurosciences et qui effectivement étudie comment nous fonctionnons, comment notre cerveau fonctionne. La notion de pièce, la notion de chunk. Donc, savoir effectivement si cette pédagogie est intégrée effectivement dans le système national, le système français. Et puis ma deuxième question, c'est sur l'intelligence artificielle. Parce que vous savez que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, les algorithmes qui nous surpassent dans certains domaines, hein, des domaines logiques, un algorithme peut à l'heure actuelle détecter un cancer beaucoup mieux, beaucoup plus vite qu'un cancérologue. Avec le deep learning, il a eu tellement d'images qui a été récupérées dans le big data, comme on dit, et pas mal de choses ou pas mal de professions, d'ailleurs, sont menacées. Bon, j'ai un ami qui est commandant de bord sur Air Caraïbes. Il me dit qu'il passe à peine 2 heures à vraiment piloter l'avion. Le reste est fait automatiquement. Et maintenant, un avion peut décoller, atterrir sans pilote. Bon, il y a un problème psychologique, les gens ne voudront pas embarquer dans un avion sans pilote, mais en tout cas, c'est possible, et ça va encore diminuer l'erreur humaine. Donc, vous voyez toute cette problématique à l'heure actuelle avec non seulement l'apport des neurosciences à la pédagogie, et puis aussi l'intelligence artificielle, qui nous surpasse dans certains domaines. Alors, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? C'est les deux questions en fait que je voulais poser à Monsieur Bourtois. Alors, pour la première question sur
les pédagogies, notamment liées aux neurosciences, j'en pense beaucoup de bien parce que évidemment ça fait partie des connaissances d'aujourd'hui. Dans les années 90, je me souviens, on avait à la Sorbonne des réunions entre collègues et on annonçait des découvertes faramineuses des neurosciences. Donc, j'en pense beaucoup de bien. Cependant, si vous vous souvenez du ministre Blanquer qui avait misé fortement sur les neurosciences pour diriger la pédagogie dans les écoles, avec le nom d'un spécialiste qui a publié des ouvrages remarquables sur les neurosciences, qui était au cabinet de Blanquer. Mais là, on a assisté très vite à un débordement. Ça veut dire qu'il y a un nouveau secteur qui apparaît et ce nouveau secteur va envahir tout le champ. Alors, c'est comme, il faut donner l'analogie pour vous faire comprendre. Vous pouvez étudier le moteur d'une voiture, les soupapes et ainsi de suite, le moteur dans ces différentes composantes. C'est pas pour autant que vous allez faire un bon chauffeur. Donc, il y a eu très vite, à l'époque de Blanquer, un débordement à ce niveau-là, à cause en tout cas de cette confiance qu'il a donnée à un excellent scientifique de neurosciences, ce qui n'aurait rien en qualité de ce scientifique. Mais dans son bouquin en question, dans la dernière partie de son bouquin, il n'y avait que des erreurs pédagogiques. Il rejetait les pédagogies actives au profit d'une certaine pédagogie toute tracée par les neurosciences. C'était absolument débile et abominable. Donc l'erreur est toujours humaine et elle est toujours à tous les carrefours. Donc en résumé, oui pour les connaissances, oui, il nous faut mieux connaître le cerveau, oui, ça débouche une connaissance de l'intelligence émotionnelle, oui, il y a des sentiments qui sont à prendre en compte, oui, on sait tout ça dans différentes parties du cerveau, on sait aussi avec le cerveau qui est sculpté par l'environnement. On a tout à apprendre de ce côté-là. Mais, s'il vous plaît, ne passez pas le Rubicon. Arrêtez-vous. Les pédagogies doivent rester, les pédagogues doivent rester des êtres humains en interactivité. Ils peuvent savoir, mais c'est savoir pour agir, d'accord, mais pas savoir pour savoir, ou le savoir qui dirigeait les finalités de l'humanité. C'est pas acceptable. Et d'ailleurs, ce qui a fait beaucoup de dégâts. Par contre, Blanquer a lancé l'opération des 1000 premiers jours. C'était quand même là une très bonne initiative. Alors, pour la deuxième partie, c'est pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Mais la réponse, c'est qu'il n'y a même pas de question. Nous sommes obligés. Est-ce que vous imaginez qu'un pilote, vous montez dans un avion et que le pilote vous dit, écoutez, moi, je n'ai pas confiance au pilote automatique. C'est moi je reste aux commandes pendant les 10-15 heures de vol. Bon, vous pouvez toujours voir qui va accepter ça. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que nous avons un pilote qui est capable de dominer la mécanique, le pilote automatique? Voilà la question. On a vu des dangers qui se sont produits dans certains vols où le pilote automatique a conduit à la catastrophe. Et parce que le pilote n'a pas pu à temps désamorcer le pilotage automatique. Voilà la question. Donc, pour résumer ma réponse sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est un sacré défi qui est fait à l'humanité et à l'homme, enfin, c'est-à-dire nous devons rester maîtres de l'intelligence artificielle. Et ça ne peut pas être l'intelligence artificielle qui reste maître de l'homme. Même si dans des performances, comme on vient de dire, il peut y avoir des algorithmes qui peuvent découvrir plus vite que le cerveau humain, c'est possible, mais la question c'est que la découverte en question, peut-être sera-t-elle utile ou ne sera pas utile, et ça restera encore à l'esprit humain à en décider. Donc, l'intelligence artificielle, oui, mais elle ne peut pas échapper au contrôle de l'être humain et en tout cas à toute démocratie. Et c'est pour vous dire à quel point l'avenir de nos sociétés pour nos enfants, il est drôlement lourd. Hein. Vous savez, aujourd'hui, une démocratie doit amener sa population à des niveaux de maîtrise conceptuelle, une intelligence cognitive. Ça veut dire qu'il faut qu'elle se repose sur une intelligence émotionnelle, une intelligence culturelle, une intelligence sociale. Les enjeux sont considérables. Si nous ne voulons pas avoir les 3/4 de la population sur la touche et dirigée par un quart ou un tiers de la population,
de ceux qui vont maîtriser les outils, notamment de l'intelligence artificielle. Bon, eh bien, écoutez, on va suspendre, peut-être, hein, on va suspendre nos réflexions avec Jean-Pierre. Ça fait 10 ans qu'il nous accompagne dans nos travaux et il n'y a pas de raison que ça change. Donc, on suspend Jean-Pierre, hein, tout de suite là, mais on y reviendra. Et puis, heureusement, nos amis de Sciences Po Lille, Monsieur François Benchendik, professeur de droit public à Sciences Po Lille, et M. Quentin Varquez, son étudiant, qui ont fait le rapport sur le développement de l'observatoire, ils pourront retraverser l'Atlantique en toute quiétude, sachant que, bon, ils sont en de bonnes mains avec l'intelligence artificielle contrôlée par un pilote vigilant. Bon.